On a parlé de la Ligue de hockey junior maritime Québec, on a parlé de la Ligue de l'Ontario, on a parlé de la Ligue nationale. Maintenant, on s'en va dans l'Ouest avec nos compatriotes albertains et Colombie-Britanniquais. Je sais pas si ça se dit. Je sais pas c'est quoi. Les Colombiens-Britanniques, je sais pas c'est quoi. Bref, l'historique de la WHL avec notre fidèle Marc-Antoine Auger. Comment ça va? Ben, ça va très bien, merci. Ben écoute, on se lance tout de suite. C'est vraiment intéressant les chroniques que tu nous fais sur l'historique des ligues, mais aussi la qualité des espoirs qui sortent de là. Et ben justement, on a parlé la semaine passée de la Ligue de l'Ontario, à quel point on s'entend qu'il y a une certaine domination en termes d'espoir, en termes de qualité de talent, mais aussi en termes de production dans la Ligue nationale avec le total de points que tu nous as présenté en fin de chronique la semaine dernière. Dans la WHL, la Ligue de l'Ouest, par contre, on doit dire qu'il y a des gros talents qui sortent de là, qui viennent contribuer au total de points justement des provinces un peu plus à l'Ouest. Est-ce que tu aurais tendance à dire, là, on va présenter le tableau aussi, mais est-ce que tu aurais tendance à dire que qu'il y a plus de superstars, entre guillemets, qui sortent de là, comparativement à la somme de joueurs? Oui. Puis ils ont beaucoup de grosses vedettes juniors. Ouais. Donc, c'est pas rare, mettons, qu'un Tarek Parasak, tabarnouche, tassez-vous de là, il fait une quantité de points. Il y en a plein comme ça. Là. Riley Hyde, est-ce que ça va être un grand joueur dans la Ligue nationale? On ne sait pas, mais c'est un grand producteur de points junior. Mm-hmm. Plein de joueurs comme ça qui sont des grosses vedettes juniors. Est-ce que Andrew Crystal aura une grande carrière? Tabarouette, tassez-vous de là. Eux, là, ils se remplissent de joueurs qui sont absolument flamboyants au niveau junior. Donc, c'est peut-être une des ligues qui couvre le plus de territoire, ce qui fait que, j'ai envie de dire, l'écart entre les vedettes et les joueurs ordinaires est immense. Et c'est selon les statistiques, ceux qui fournissent le plus de joueurs aussi costauds. Donc, voilà. Ouais. Mais naturellement. Écoute, on va regarder le tableau que tu nous as préparé, en fait. Des divisions, mais aussi des équipes qui font partie de cette division-là. Fait que je te laisse nous dresser le portrait. Là. Ouais, eux, ils nous ont organisé ça un peu, j'ai envie de dire, un peu. Hé là, c'est un peu pas tout croche, là, mais Colombie-Britannique. Bon, oui, il y a 5 équipes, tant mieux, c'est le fun. Mais là, après ça, on rentre dans la centrale, qui est vraisemblablement la division de l'Alberta. Parce qu'il y a une seule équipe qui n'est pas de l'Alberta. Elle vient de la Saskatchewan et c'est les Broncos de Swift Current. Donc là, tu fais, bon, une équipe à Saskatchewan. Fait que, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Mais là, tu arrives dans l'Est, tu as 4 équipes de la Saskatchewan. Fait que pourquoi ils n'ont pas mis les Broncos avec l'Est? Parce que les Blades de Saskatoon, les Warriors de Moose Jaw, les Pats de Regina et les Raiders de Prince Albert, c'est des équipes de la Saskatchewan. Ah, pas les Wheat Kings de Brandon. Ça, c'est une équipe du Manitoba. Qu'est-ce que ça fait là? Donc, la prochaine division, ça doit être une division du Manitoba. Ben non, c'est une division états-unienne de l'État de Washington, tu vas me dire. Non. Le Wild de Wenatchee, les Thunderbirds de Seattle, les Americans de Tri-City, les Silvertips d'Everett, puis les Chiefs de Spokane, c'est tous des équipes, des équipes de la division américaine de Washington. Mais ils ont mis les Winterhawks de Portland, qui est dans l'État de l'Oregon. Ouais. Donc là, fouille-moi pourquoi ils ont fait ça. Moi, je sais pas, là, tu sais, je veux dire... la conception des divisions est un peu, je dirais pas aléatoire, mais disons qu'on s'est fié sur le territoire, puis on a fait ça sur un coin de table un dimanche soir, tu sais. Ben, on peut dire comment ça se fait que le Manitoba est sous-représenté à ce point-là. Une seule équipe dans toute la WHL. Ouais, d'ailleurs, à noter par contre que le Wild de Wenatchee était auparavant le Ice de Winnipeg. Et puis c'est pas comme s'ils n'ont pas essayé de le garder là. Le Ice de Kootenay, le Ice de Winnipeg, bon, regarde, ça va être le Wild de Wenatchee maintenant. On dit Wenatchee ou Wenatchee? Wenatchee, hein? Wenatchee, ouais, c'est peut-être moi qui le prononce mal, mais il n'y a pas deux E. Fait que oui, tu le prononces mieux que moi. Mais bien joué, hein? Bien joué. Nos auditeurs vont être plus éduqués que moi. non, arrête. Donc, mais parlons justement de cet écart-là. Selon toi, comment tu pourrais caractériser ça? Est-ce que c'est parce que c'est une mentalité des dépisteurs qui va changer dans l'Ouest, dans le sens où on va essayer, dû à, je dirais pas la popularité ou comment je pourrais dire ça?
le type d'attention qu'on va attribuer à la Ligue de l'Ouest. Est-ce qu'on va essayer de se concentrer à aller chercher justement les talents individuels, contrairement, mettons, à un ensemble? Je regarde, mettons, par exemple, les Knights de London qu'on a eu la chance d'aller voir comparativement, mettons, aux Pats de Regina l'an dernier qui avait Connor Bedard, on s'entend là-dessus. On a vu que sans Bédard, les Pats n'étaient rien. Et on a vu que les Knights se tiennent debout ensemble. Je ne sais pas si c'est le type d'attention aussi qu'on va regarder du côté des dépisteurs de la Ligue nationale. Est-ce qu'on va s'en foutre un peu plus de l'équipe? On va aller regarder les talents individuels ou on va sembler vraiment cibler quelques joueurs qui contribuent à l'unisson au soutien de l'équipe? Je ne sais pas si la vision va changer. Ouais, écoute, c'est tellement compliqué parce que oui, il faut que tu pondères dans la ligue. Il joue pour une mauvaise équipe, il joue pour une bonne équipe. T'sais, Nate Danielson, il est late, puis il joue pour une équipe atroce. Ouais. Comment tu pondères ça versus, je sais pas moi, je sais pas moi, Colby Barlow, mettons, il a été capitaine de son équipe, une équipe très moyenne, puis il a fait beaucoup de buts. Bon, après ça, tu arrives dans la queue. Mais ça, c'est juste, on compare vraiment des pommes avec des pommes. C'est de la Ligue junior canadienne. Imagine un recruteur. Après ça, il faut que tu ailles en Allsvenskan, qui est comme la deuxième meilleure ligue suédoise. Écoute, c'est vraiment compliqué. C'est pour ça qu'il y a autant d'erreurs. Mais je pense que selon les recruteurs, la première ligue, c'est la Ligue d'Ontario. La deuxième serait la Ligue de l'Ouest. Et la troisième serait la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Surtout qu'ils bénéficient, ces deux ligues-là, la Ligue de l'Ouest et la Ligue d'Ontario. Ils n'ont pas besoin de drafter dans un autre repêchage les joueurs américains. Donc, ils bénéficient quand même de ça. Je veux dire, oui, ils ne bénéficient pas des meilleurs États, mais au moins, l'Ouest bénéficie de 20 États américains. D'ailleurs, la Ligue d'Ontario, à un certain point, l'année passée, le premier qui est sorti, Schaefer, c'est un Américain. Puis là, il y a ben oui, c'est ça. Avec là, il y a beaucoup de joueurs, pas de joueurs, mais de fans qui se sont dit ça reste une ligue canadienne. Donc, il y a des gens qui se sont irrités par rapport à ça, mais j'en profite de prendre la balle au bon un peu juste pour faire le résumé, un peu l'historique de cette ligue-là, vite. Pour qu'on la comprenne peut-être un peu mieux. C'est une ligue quand même particulière, honnêtement. Oui, elle aussi joue 68 matchs. Il y a 22 équipes, donc ils couvrent plus de territoire, donc il y a plus d'équipes. Le commissaire, Ron Robinson, qu'on ne connaît pas, je ne connais pas. La coupe Ed Chenoweth, donc qui est présent. Essayez d'écrire ça sans aller googler le nom, s'il vous plaît. Exact. D'ailleurs, c'est un gars qui a été impliqué. C'est un beau respect, là. Il a été présent dans la Ligue pendant 37 ans. Et la raison que ça n'a pas été 38-39, c'est qu'il est mort. Il est décédé. Donc, c'est dommage, mais c'est ça. Un peu comme on parlait, 2 équipes ne font pas les séries dans la Q, 4 équipes ne font pas les séries dans la O, 6 équipes ne font pas les séries dans la WHL. Donc, 5 de la Colombie-Britannique, 5 en Alberta, 6 en Saskatchewan, qui est visiblement pas difficile, qui n'est pas facile à dire. Bon, qui arrive. Une équipe au Manitoba et 6 aux États-Unis. Donc, l'historique, vite, elle est beaucoup plus jeune, cette ligue-là, que la Ligue d'Ontario, qui, on se rappelle, date du 19e siècle. Donc, là, on parle d'une ligue qui a été fondée en 68. OK. Donc, la première équipe en 76, en fait, ils ont commencé à intégrer des équipes aux États-Unis, c'est ce que j'essaie de dire, en 76 en Oregon, 79 au Montana quand même, un État qui est reconnu entre autres pour ne pas jouer au hockey. Donc, ça fait plusieurs moments là, qu'on essaie d'intégrer des clubs des États-Unis, donc 6 clubs aujourd'hui. Le premier jeudi du mois de mai, c'est-à-dire le repêchage de la WHL, c'est un repêchage Bantam. Donc, il n'y a pas, les gars se font repêcher à 15 ans. Donc, pour avoir un statut exceptionnel, il faut être sapristimement exceptionnel. Parce que ce que je veux dire par 15 ans, c'est que c'est un gars de 14, techniquement. Il joue sur son année de 14. Son année de 15, tu veux dire? 14. OK. Le repêchage Bantam. Donc, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que Shane Wright, quand il s'est fait repêcher, il a joué, oui, des minutes à 15 ans, mais techniquement, il a joué à 16 ans. Donc, c'est pas clair pour les gens, mais c'est ton année auquel tu commences. C'est-à-dire que
Un late, c'est quelqu'un qui est né du 15 septembre jusqu'en janvier de la première année. En fait, en décembre, dernier moment de décembre. Ouais. Donc, si tu es né, je te donne un exemple, le 4 janvier, tu n'es pas late. Mais si tu es né le 26 novembre, tu es late. Donc, si tu es techniquement, mettons, né le 4 janvier, ton année de repêchage NHL, c'est à 17 ans. Donc, tu vas jouer ton année de 17 ans. Tu vas commencer à jouer Je comprends. à 17 ans. Donc, un talent exceptionnel comme Shane Wright, Tavares, puis you name it, c'est un gars qui rentre dans la Ligue canadienne à son année, dans la haut, pour prendre, mettons, peut-être pas Stamkos, mais mettons Misa. Michael Misa cette année, avec Saginaw. Quand il rentre dans la Ligue de l'Ouest, techniquement, il rentre dans son année de 15 ans, même s'il va finir son année comme un gars de 16 ans. Ouais. Parce qu'il est né en janvier ou je ne sais pas sa date de fête. La WHL, c'est un draft bantam. Donc, le seul à avoir le statut exceptionnel dans la WHL, c'est Connor Bedard, parce qu'il a joué ses premiers moments à 14 ans. Mm-hmm. Un peu comme Gavin McKenna l'a fait avec Medicine Hat. Exact, mais lui, c'est moins. Il n'est pas un statut exceptionnel parce qu'il est late. OK, je comprends. Donc, il y a comme 2-3 mois qui séparent Bedard de McKenna. Mais s'il n'était pas late, il y aurait probablement eu ce statut exceptionnel-là. Parce que les gens ne comprennent pas. Savoie l'aurait eu, Riley Height l'aurait eu, il aurait tout eu. Mais il joue à 14 ans dans une ligue où il y a des gars de 20 ans, une des meilleures ligues juniors au monde. Et le seul la WHL à l'avoir fait, c'est Connor Bedard. Donc, c'est ce qui le rend absolument extraordinaire. Tu sais. Ben oui, puis on sait, il joue à la hauteur de son talent. On sent une meilleure répartition. Tu parlais de. Je veux revenir sur ce point-là parce que je trouvais ça intéressant. Tu parlais de Reed Schaefer qui a été le premier show au total il y a quelques années de la WHL. C'est pas Reed Schaefer. Reed Schaefer, il n'a pas été un premier au total. Ah, OK. Non, j'ai pas de mal compris. Il y a Schaefer, Matthew Schaefer, si ma mémoire ne me trahit pas. C'est un défenseur qui joue pour les Erie Authors, les Authors derrière. Lui, c'est un défenseur, gros gabarit. C'est pas un 6 pieds 7, mais c'est un 6 pieds 2, si ma mémoire ne me trahit pas. Mais là, il est dans toute cette croissance. Et lui, quand il est arrivé dans la Ligue d'Ontario, le problème, c'est que c'est un Américain. Fait que ça avait fait une espèce de raz-de-marée parce qu'ils se sont dit, c'est une ligue d'Ontario, on a quand même la meilleure ligue junior au monde. Puis en plus, vous avez des Américains qui enlèvent la possibilité à des Canadiens de jouer dans le meilleur marché junior au monde. Non, merci. Je veux dire, on n'a pas besoin de ces gars-là. Donc, on pourrait faire un draft américain. Prendre une plus petite, vraiment faire du protectionnisme avec nos joueurs. Mm-hmm. Parce qu'il y a peut-être du monde qui aurait joué des minutes top 6 puis qui aurait eu une grande carrière, mais que là, ils sont obligés de faire rentrer les Américains là-dedans. Puis en plus, eux autres, ça, c'est les trois ligues canadiennes qui ont ça, la Q, la W puis la O. Eux, ils font toute partie du repêchage européen. Ouais. Donc là, tu as 2 Européens, tu as une ligue qui est à ras-bord de talent, puis en plus, tu ajoutes les Américains là-dedans. Je veux dire, écoute, c'est une ligue ultra compétitive. Là. Ben oui, assurément. Puis c'est drôle parce que, je dirais pas heureusement qu'ils sont à l'Ouest, mais on pourrait sentir une certaine rivalité entre la division américaine de la WHL et la NCAA avec les équipes universitaires du Nord, des États du Nord. Je pense que chose qui peut se retrouver beaucoup, là, on sent qu'il y a quand même certains joueurs de la Q, on en parlait quand on faisait l'épisode justement sur la Q, mais aussi de la Ligue de l'Ontario, comme quoi, oui, il y a des joueurs qui peuvent décider d'aller jouer aux États-Unis et tout. Est-ce que tu sens que justement le fait qu'il y ait un établissement de 6 équipes américaines au sein de la WHL, ça vient un peu pas stagner ce mouvement-là, mais créer une autre option, dans le fond, pour les joueurs de hockey américains. On le sait qu'il y a eu des joueurs des jeunes joueurs de hockey américains draftés haut dans les repêchages de la CHL. Je pense notamment à Quentin Musty dans la Ligue de l'Ontario. Est-ce que tu penses qu'il y a un certain phénomène qui se retrouve à comme égaliser un peu
le fait d'aller jouer NCAA versus la WHL? Écoute ça, là, je suis tellement content que tu en parles. T'en as pour les fins et les fous. Écoute, tu as du monde des agents de joueurs euro qui vont dire va dans USHL parce qu'après ça, tu vas aller dans NCAA. Quand tu vas dans NCAA, tu as jusqu'à 24 ans pour te développer. Alors que la O, il faut que tu te croises les doigts parce que tu as jusqu'à 20 ans. Puis habituellement, ils ne vont pas te laisser jouer jusqu'à ton année de 20 ans. Ils vont te dire écoute, tu as 19 ans, à la place de jouer ton 19 ans dans Q, viens le jouer en AHL. Ça te bouscule. Ah oui, c'est vrai. Écoute, tu en as pour tout. Tu sais, Musty, d'ailleurs, je pense que l'équipe américaine lui en veut encore d'être allé dans la OHL parce que c'est un gars, techniquement, qui aurait pu jouer au World Juniors, qui aurait pu jouer au U18. 100%. C'est pas arrivé. Donc, écoute, c'est du cas par cas. Ça dépend qui t'es. Ça dépend ce que tu veux. Mais règle générale, je trouve que les meilleurs résultats, selon moi, sont dans la Ligue de hockey canadienne. Bon. Après ça, ça dépend, comme je disais, de qui t'es et de ce que tu veux. Tu sais, je peux te nommer un exemple et son contraire. Puis c'est sûr que la Ligue canadienne, en allant chercher une partie du territoire américain, il y a un conflit. Puis c'est pas rare que des joueurs canadiens ou américains se font drafter en USHL, qui se font approcher par des universités américaines, puis qui ont aussi été repêchés en Ligue canadienne. Matthew Wood a été autant repêché au Canada par les Pats de Regina qu'en USHL, puis finalement, il a décidé d'aller avec UConn, l'Université de Connecticut. Et il a quand même été repêché 15e au total par Nashville. Donc, t'en as pour tous les goûts. Ça dépend du style de hockey que tu joues. Écoute, ça dépend tellement. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est quand ça s'appelle la Ligue canadienne de hockey, les joueurs américains sont beaucoup moins enclins à venir ici, à même titre que une fois de temps en temps, il y a un Sacha Boisvert qui se fait repêcher 11e au total par les Saguenay de Chicoutimi puis qui décide d'aller jouer pour Muskegon en USHL. Ça arrive des fois, ça aussi. C'est give and take dans le sens comme en anglais. Des fois, il y en a qui quittent, d'autres arrivent. Matthew Schaefer, là, pensez-vous vraiment qu'en USHL, il n'aurait pas été extraordinaire, qui est une ligue moins performante que n'importe quelle ligue au Canada? Écoute, il aurait été super, Matthew Schaefer, en USHL. Puis il aurait eu la chance de jouer pour les grandes universités américaines. Puis il aurait été superbe là aussi. Ben oui. Mais c'est comme je disais, du give and take. Puis... Je pense que c'est un débat éternel aussi, l'universitaire américain comparativement à la Ligue canadienne de hockey. Marc, merci encore une fois pour cette belle chronique sur la Ligue de l'Ouest. Ça fait le tour pour cette semaine pour la chronique plan de match. On se voit la semaine prochaine. Je passe à rondelle maintenant à Julien pour le quiz à Julien.